Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous à ces rendez-vous qui est politique économique, ces programmes d'économie et finance télévision qui vous offrent régulièrement les contenus liés aux différents mécanismes mis en place par les responsables des diverses organisations pour atteindre leurs objectifs, parce que justement ils ont des objectifs à atteindre. Et ça c'est d'une part, et d'autre part, politique économique vous permet justement de cerner les questions sensibles qui freinent le développement de la République démocratique du Congo. Justement, c'est dans ces cadres que nous recevons aujourd'hui Christian Moleka, qui est politologue et président de la dynamique des politologues en République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons traiter de questions liées à ce qui est devenu quasiment avéré au regard des rapports, des différents rapports présentés par l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, entre autres, sur la relation qui existe entre, d'une part, les acteurs politiques, les organisations politiques congolaises, et aussi ce qui est devenu malheureusement une réalité incontestable chez nous, les détournements des deniers publics, donc la relation qui existe entre, d'une part, les organisations politiques et d'autre part, les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Nous avons donc, nous l'avons dit, Christian Moleka dans nos murs. Aujourd'hui, c'est une première pour lui. Et donc, bonjour Christian Moleka. Bonjour M. Tony, et merci beaucoup pour l'invitation que vous nous donnez. C'est une première pour nous de venir à la fois découvrir la télé Ecofin, mais également prendre part à votre émission. Ah oui, justement, les premières impressions. Vous êtes venu aujourd'hui chez nous pour une première fois, vous l'avez dit. Et donc, quelles sont vos impressions pour cette télévision Ecofin? Ben, j'étais agréablement surpris de voir que à la fois l'infrastructure, mais également tout ce qui est autour correspond à l'ambition de la télé, c'est-à-dire de s'imposer comme un média phare qui va certainement changer notre paysage médiatique et apporter une lumière, notamment sur les questions de gestion de l'affaire publique. Oui, justement, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons traiter de questions des détournements des deniers publics, la bonne gouvernance, et c'est un thème principal aujourd'hui phare en République démocratique du Congo, justement. Et donc, avec Christian Moleka, déjà, nous allons commencer à échanger autour de ces sujets. Monsieur Christian, vous savez, aujourd'hui, il y a les questions liées à la bonne gouvernance, à l'implémentation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Il y a des questions liées au détournement des deniers publics. Il y a des rapports qui sont publiés jour après jour par, je l'ai dit tantôt, l'inspection générale des finances, mais il y a également d'autres institutions de l'État liées au contrôle des finances publiques qui rendent régulièrement sur la place publique des rapports qui accablent les acteurs politiques en République démocratique du Congo. Nous voulons comprendre, vous qui êtes dans les milliers, vous échangez, vous êtes régulièrement avec les politiques au regard de ce que vous faites. La DIPOL, c'est un think tank qui est régulièrement avec des acteurs politiques dans ces pays. Est-ce que nous pouvons remonter les temps et comprendre comment expliquer ici, dans notre pays, qui est une telle inversion des valeurs? Merci beaucoup pour la question qui est très pertinente et qui touche quelque chose de très fondamental, qui est le rapport de l'acteur politique congolais, de manière générale, avec l'argent public. Quel type de rapport, comme acteurs politiques, nos acteurs politiques entretiennent avec le bien public et avec l'argent public? Ce qui pose fondamentalement la question de la culture politique et même de l'éthique. C'est-à-dire que lorsque je suis appelé à être gouvernant, quel rapport je tiens avec l'argent public et quel est le système de pensée que je construis dans mon rapport-là avec l'argent public, avec les biens publics. C'est-à-dire fondamentalement, on a une question de culture politique. Quelle est la culture politique ambiante que nous avons chez nous? Quelle est la culture politique? La culture politique que nous avons chez nous, c'est une culture, je dirais, de cueillette et malheureusement également de kleptocratie. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui pensent assez systématiquement que l'on vient au pouvoir pour accéder d'abord à la richesse, à la mangeoire. Et donc, on ne vient pas au pouvoir parce que on est habité idéalement d'une vision d'action, d'un idéal politique que l'on vient matérialiser par l'action, mais on vient parce qu'on estime que c'est le secteur qui paye le mieux, où on gagne facilement, et donc si j'y viens, moi aussi je m'enrichis. Parce qu'on souhaite donc d'autre part faire bénéficier une minorité de ses partisans, de ses proches. Exactement. Donc cette façon de penser que la sphère politique, c'est le lieu où on vient s'enrichir, c'est ça qui est fondamentalement un cadre référentiel de l'action politique au Congo.
C'est une situation récente ou ça remonte à l'époque belge ou même mobusienne? Mais on peut remonter très loin pour savoir comment on a construit ce cadre référentiel-là pour arriver aujourd'hui à avoir malheureusement cette antivaleur comme cadre référentiel. C'est que si vous remontez dans la période coloniale, vous verrez que les premiers noyaux de ce qu'on a appelé l'élite politique d'aujourd'hui, cette minorité qui nous a donné l'indépendance, comment elle est née? Cette élite-là est née du fait que vous aviez, les colons avaient créé une minorité qu'on a voulu, je dirais, formater à l'image du colon blanc, qu'on a appelé évoluer, et qu'on a séparé avec l'ensemble de la société indigène. C'est-à-dire, vous aviez deux catégories de colonisés ou d'indigènes, la masse, un culte, un civique qu'on appelait indigène, donc autochtone, et une minorité qu'on avait cooptée, captée, et qui s'était rapprochée de l'homme blanc puisqu'il servait de relais entre le colon avec la grande masse. C'est cette catégorie-là qu'on a appelée plus tard les évolués. Eh bien, notre premier noyau des pères des élites des indépendances est venu de ce noyau des évolués qui, au départ, au début des années 40, ont commencé à militer pour leur reconnaissance comme catégorie à part et leur droit à jouir matériellement des avantages différemment de l'ensemble de la catégorie sociale. En d'autres termes, vouloir se rapprocher des gouvernants pour bénéficier aussi des dividendes. Des avantages de la colonisation, du fait qu'ils étaient devenus évolués. Ce qui fait que notre premier noyau, je dirais, de l'élite, n'est pas né forcément de la volonté de libérer la masse populaire, mais elle est née d'une volonté de vouloir se démarquer de la masse et de se positionner comme étant plus évolué et donc en droit de bénéficier de plus d'avantages. C'est comme ça que les premières décisions de l'ordre colonial ont été de donner un peu plus d'avantages à cette catégorie-là, en termes de matricule, en termes d'accès dans les quartiers blancs. C'est pour ça d'ailleurs, si vous remarquez, nous avons encore une place d'évoluer. Nous avons gardé le nom en ville, tout peu de l'ISP-Gombe. C'était l'un des quartiers où ceux qui étaient plus ou moins avancés avaient le droit de fréquenter les quartiers blancs et donc de s'asseoir dans la place d'évoluer, à la différence d'autres nègres qui restaient dans les quartiers noirs. Et c'est lorsque ces demandes ont été quelque peu rejetées, parce qu'il y avait beaucoup de demandes des évolués, que ce noyau-là a tenté je dirais, d'investir les mouvements tribaux, notamment la Bako, ainsi de suite, pour transformer cela en combat politique. Ça veut dire qu'initialement, embryonnairement, même nos pères d'indépendance ont commencé un combat de positionnement pour une minorité en termes d'accès davantage. Et donc, c'est les péchés originels. C'est les péchés originels. C'est d'avoir une élite qui se positionne essentiellement au départ par un besoin de, je dirais, d'accès à des avantages matériels pour leur propre camp et non pour la société en termes de vision globale. Oui, justement, est-ce qu'il faudra prendre cela comme l'unique raison qui fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il y ait assez d'immoralité dans la gestion des deniers publics? Non. Ça, je dirais, ce sont des premiers jets. La manière qu'il nous faut comprendre, c'est notre façon de concevoir la politique. Ensuite, avec le départ précipité de l'homme blanc, nous avons remplacé des cadres qui sont venus au pouvoir. Et durant la première expérience du MPR, nous avions également perdu cette fonction politique qui avait pour mission de porter une réponse sociale au profit d'un système de gestion prédatrice où on prenait le pouvoir comme mécanisme d'accès au bien public. C'est comme ça que les premiers reproches faits au régime Mobutu ont été des reproches, je dirais, morales. Rappelez-vous la question du mal zaïrois. Oui. Lorsqu'on a parlé du mal zaïrois, on a commencé à relever ces questions de moralité. Cette question, il y avait d'ailleurs à l'époque une association qu'on appelait l'association des moralistes zaïrois, AMOSA, qui justement revenait sur cette question d'absence de moralité dans la gouvernance. Et par absence de moralité, ça veut dire des antivaleurs comme détournement des deniers publics. Il y a d'ailleurs dans nos dictons des phrases du genre Yibandambu, Tikandambu. Vous voyez, ce sont des expressions qui déjà montraient que nous étions dans une société en perte de moralité, notamment en termes de perte de valeurs,
dans les questions de gouvernance. Donc vous dites que la période Mobutu a fait en sorte qu'il ces mauvais comportements s'ancrent dans l'imaginaire des Congolais ou de ceux qui sont aujourd'hui les gestionnaires de la chose publique. Le système de gestion politique a développé un système prébandier qui faisait que le contrôle de l'accès à la richesse ou la distribution des richesses servait de moyen de contrôle politique, et donc ça a entretenu la corruption et la gabegie. Parce que c'était un système de prédation qui repose sur le fait que nous utilisons l'accès aux ressources comme moyen d'accès au pouvoir non, pas pour répondre d'achat d'allégeance politique. Ce système aux attentes de la population. Ce système est maintenu jusqu'à aujourd'hui où l'accès au pouvoir est maintenu comme un moyen de cooptation politique ou de cooptation même d'adversaires politiques à travers le partage de pouvoir. Ce système a été pérennisé de certaine manière après Mobutu. Mobutu est parti, mais le système est resté où l'accès au pouvoir est marchandé comme un moyen de coopter les adversaires politiques par le débauchage, par les nominations. Et donc, on a développé un système où la gouvernance par prébande, un système prébandier, un système patrimonialiste qui fait inclus même dans la loi. Qui fait que l'accès au pouvoir par ce système prébandier permet de tenir un système politique. Malheureusement, c'est cela chez nous. Ensuite, vous allez prendre la période dite de transition, la première et la deuxième transition, qui a développé cette approche de négociation politique, où l'accès au pouvoir politique est porté par les négociations. Et c'est là que naissent en grande partie ce que nous appelons les partis politiques. Nos partis politiques sont nés, si vous prenez d'un point de vue statistique, c'est la période 90 avec les conférences souveraines où on vit l'inflation de partis politiques. Ensuite, c'est la période des transitions de 1+4 avant, pendant, après 1+4 jusqu'aux élections de 2006 où vous avez cette grande inflation également de partis politiques. Ça veut dire, dès l'instant où l'accès au pouvoir a été garanti par le dialogue et la négociation politique autour des partages du pouvoir, et bien exactement là également on a eu cette inflation de partis politiques où chacun venait pour accéder à travers au mangeoire, à travers les partis politiques. Donc à partir de là, nous avons développé un système qui se pérennise malheureusement, où le pouvoir, c'est un moyen d'accéder aux moyens de l'État, aux moyens financiers publics, pour des intérêts personnels. Justement, c'est là ce que nous voulons comprendre justement. Les acteurs politiques, les gouvernants viennent des formations politiques. Les formations politiques, il dit partage du pouvoir, voire formation politique. Je souhaite ici comprendre la responsabilité du parti politique sur la mégestion des acteurs politiques qui nous gouvernent. Quelle est la responsabilité? Parce que justement, les partis politiques ont aussi les devoirs d'un encadrement citoyen de leurs membres et cadres également. Quelle est la responsabilité des partis politiques? Elle est grande parce que d'où proviennent les personnes politiques? Les personnes politiques proviennent des partis politiques. C'est eux qui sont censés préparer les personnels politiques qui viennent de l'engouvernement. Ça veut dire, les ministres viennent des nominations des partis politiques, les mandataires des partis politiques, les conseillers collaborateurs sont également des gens qui proviennent des partis politiques. Donc notre personnel politique vient essentiellement de nos partis politiques. Ça veut dire que si nous avons des tares dans le gouvernement, dans les entreprises publiques, ces tares proviennent essentiellement du personnel qui provient des partis politiques. Maintenant, regardons nos partis politiques. Est-ce que nos partis politiques sont portés par un idéal de gouvernance? C'est vrai, dans tous les partis politiques, il y a un statut, il y a un texte, projet de société, mais est-ce que c'est là l'idéal de gouvernance où nos partis politiques sont des petites boutiques au service de l'ambition d'une personne? Tout à fait, on va voir les suppléants des élus nationaux. Qui est l'autorité morale et qui a créé un appareil qui assoit son ambition à accéder au mangeoire. En fait, la vérité, c'est que nous avons des petites boutiques, des petits patrimoines personnels au service d'ambition de quelques personnes et qui ne servent que de marche pour atteindre le pouvoir. C'est ça nos partis politiques. Et c'est loin de la notion classique, théorique, d'un appareil au service d'une vision de gouvernance et qui prépare un personnel à gouverner. Donc nous avons perverti également ce qu'on appelle partis politiques parce que ces appareils-là ne sont pas au service d'une vision de gouvernance, d'un combat politique, un idéal. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais de manière globale, c'est cela ce que nous appelons partis politiques chez nous. Et tant que ce sont que des appareils au service de l'ambition d'une personne,
eh bien cette personne, puisque n'étant pas porté lui-même par un idéal politique de combat, mais d'une volonté d'accéder au pouvoir, ce n'est pas le parti politique qui peut nous aider à avoir des personnels qui sont portés par des visions de gouvernance. Et malheureusement, ça va amener des gens très ambitieux, à même de développer des stratégies pour accéder au pouvoir, mais qui arrivent au pouvoir, puisqu'ils n'ayant pas un idéal de gouvernance, mais porté par des besoins également d'accéder lui aussi au mangeoire, à appartenir à cette minorité qui gouverne, eh bien, ces personnes deviennent des gouvernants, mais pas des gouvernants au service du collectif. Si la responsabilité des partis politiques est établie, est-ce qu'il faudra réfléchir sur la manière d'élargir les sanctions? C'est-à-dire, un acteur politique qui aujourd'hui est pris la main dans le sac, c'est-à-dire condamné par la justice pour détournement, et que cette personne provient d'un tel parti, d'une telle formation politique, est-ce qu'il faudra aujourd'hui réfléchir sur des mécanismes pouvant permettre d'élargir les sanctions, soit judiciaires ou administratives, sur les partis d'où proviennent ces condamnés, par exemple? Les partis politiques sont des faits privés. Et en tant que faits privés, ils ne gèrent pas forcément les deniers publics. Donc, il sera très difficile, sur les questions de deniers publics, par exemple, de s'attaquer aux partis politiques. Sauf, par exemple, dans l'hypothèse où l'État finance. Parce que la Constitution permet à l'État de financer les partis politiques. Et donc, dès l'instant où l'État a financé le parti politique, l'État a les capacités d'avoir un regard sur la gestion des deniers publics. Parce qu'il s'agira là des deniers publics. Donc, oui, il est possible d'élargir le contrôle sur les partis politiques en encourageant, par exemple, un financement public. Parce que le financement public permettra à l'État d'avoir le regard sur cette gestion-là. Deuxièmement, c'est que le ministère de l'Intérieur, par exemple, a les possibilités de vérifier un rapport annuel des partis politiques, notamment en termes de gestion de financement également, parce qu'il y a les possibilités de financement extérieur. Il est également possible, par le ministère de l'Intérieur, d'avoir un contrôle administratif. Mais on peut aller plus loin. C'est que la question que nous évoquons est une question de moralité. C'est une question de moralité. Et il est très difficile en matière de moralité d'avoir des moyens de contrôle de moralité. Peut-être des moyens de pression sociale sur la moralité. Par contre, la loi peut limiter l'accès à un parti politique à des personnes dont la moralité est douteuse. C'est au législateur de dire qui peut créer un parti politique au Congo. Si déjà vous avez été condamné pour des faits de corruption ou des faits de détournement des deniers publics, vous ne pouvez pas créer un parti politique. La Constitution a créé un précédent en insérant, par exemple, l'élimination à l'élection présidentielle des personnes liées à des questions de corruption. Le fait qu'on ait inscrit dans la Constitution qu'on peut ne pas être candidat président lorsqu'on a été poursuivi, condamné sur des questions de corruption, ouvre une brèche pour demain dire, pour créer un parti politique, il y a des conditions morales qu'il faut réunir et malheureusement, cette disposition morale, à ce jour, ne semble pas mise en exergue. Oui, vous avez ouvert une brèche concernant justement les financements des partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais, au regard du nombre des formations politiques que compte la République démocratique du Congo, est-ce que l'État congolais pourrait être capable de financer tous ces partis pour après voir comment mettre son regard sur le fonctionnement même de ces partis ou l'utilisation de ces fonds? Bon, l'État ne peut pas financer tout le monde, même en Europe, même en Occident. L'État ne finance pas tout le monde. Il y a des critères qu'on établit. Par exemple, en France, lorsque vous avez atteint 5% présidentiel, l'État vous restitue votre argent de campagne. Donc, si on met le seuil de 5%, c'est pour éliminer d'autres. On peut, par exemple, dire un parti politique qui atteint 10% de sièges au Parlement, dans un scrutin, peut bénéficier d'un financement. Ce sont des mécanismes pour contrôler les financements des partis politiques, mais également permettre à l'État d'avoir un regard à l'intérieur. Ce sont en fait, ce sont des possibilités à explorer. Mais est-ce qu'on n'accusera pas l'État de la discrimination quand on dit, bon voilà, il faudra atteindre tel seuil? Déjà, la question de seuil, ici chez nous, pose énormément de problèmes. Mais la discrimination est légale. Lorsqu'on dit, par exemple, pour être candidat, il faut avoir tel âge, c'est une discrimination. Quand on dit que pour voter, il faut avoir tel âge, c'est une discrimination. Les discriminations sont mauvaises lorsqu'elles permettent d'écarter je dirais de manière négative une catégorie donnée. Mais lorsque la discrimination a pour but de limiter l'accès à un droit, de limiter l'accès à une profession, cette discrimination, elle est positive. Vous voyez, donc par exemple, chez nous, on dit qu'il y a un âge pour être candidat président. C'est une discrimination. Autant on peut dire qu'il y a un seuil pour bénéficier
d'un financement public, et ce seuil, c'est avoir 10% de sièges aux élections législatives au niveau national et provincial, et donc ça vous donne le droit de bénéficier. Ça permettra par exemple également de réduire certains partis politiques qui ne sont pas à même d'atteindre ce niveau-là, ou de pousser certains partis politiques à se regrouper pour atteindre ce seuil-là de financement, parce que ça donnera une motivation supérieure aux partis de se réunir. Oui, il y a l'état actuel des choses, justement. Quel diagnostic pouvez-vous faire de la gestion des finances de l'État? À l'état actuel, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons une culture politique qui est destructrice, parce qu'elle est porteuse des visions de prédation. Nous avons cette culture sociale également qui est destructrice, et que notre société, de manière générale, ne promeut pas de valeurs de bonne gestion. Voyez-vous, si vous êtes nommé, par exemple, aujourd'hui ministre de la République, suivez dans le langage courant du Congolais lambda, c'est que lorsqu'on vous nomme, c'est votre famille, votre entourage qui vous dit « Eza chance nabiso, bapesi biso opportunité pour que ton guinda ». Et si au sortir du gouvernement, vous ne vous achetez pas une maison, regardez le regard social. C'est votre famille qui vous dit « Non qu'on habite à Yuma, à logique trop, il a été nommé à se mettre à côté ». Donc, sociétalement, nous ne sommes pas dans les bonnes dispositions de gestion orthodoxe des finances publiques. En conséquence, aujourd'hui, la problématique de la gouvernance est une tare sociale collective qu'il nous faut combattre. Et donc, on ne peut pas espérer, dans cet environnement, avoir une gouvernance saine. Le président de la République a inscrit son mandat sur la lutte contre la corruption. Mais essayez de voir comment, dans sa propre famille politique, dans sa propre mouvance politique, combien on a eu des cas assez avérés de corruption sur les questions des biens publics, combien des ministres ont été poursuivis. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître également, que c'est assez rare d'avoir autant d'alertes de l'IGF notamment sur la gestion des mandataires en gestion. Et ça, il faut saluer cette avancée-là, le fait que nous ayons ces gens d'alerte, mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas que nous nous limitions aux alertes, il faut que ces gens soient arrêtés, sanctionnés sévèrement, mis en prison, pour servir d'exemple. Sinon, on dira, bon, bakanga qui est, bati qui est, bon, et puis je garderai mes millions. Et cette pratique, dès que cette erreur commune devient loi, eh bien, ça entretient, ça encourage le détournement plutôt que de décourager ces pratiques néfastes. Vous avez évoqué l'inspection générale des finances, justement. Quelles considérations avez-vous du travail, d'une part, de l'inspection générale des finances et de l'engagement personnel de l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alinguete? Je crois qu'il faut saluer déjà le courage de l'homme. Ce n'est pas assez évident dans un environnement aussi complexe, aussi hostile, d'avoir l'audace de défier ce qui est en quelque sorte comme un cancer, parce que la corruption est un cancer social. Et donc, l'homme a pris un courage énorme, il prend un courage énorme, et c'est pas assez évident. Ensuite, il faut saluer qu'aujourd'hui, ce travail nous permette quelque peu d'ouvrir le débat. Le fait même qu'on ait ce débat prouve qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction. Qu'on ait ce débat de société, qu'on ait ce débat de contrôle de finances, que nous ayons ce débat est déjà un élément suffisant. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans le travail parce que l'UGF fait son boulot de faire les rapports, mais le but des rapports, c'est pas de rester dans les tiroirs. Le but des rapports, c'est d'amener une action judiciaire qui condamne sévèrement les acteurs et qui servent pour d'autres d'exemple. Parce que c'est ça le plus important. Lorsqu'on réprime, on ne réprime pas uniquement celui qui a volé, mais on permet également au reste des citoyens de dire ça c'est pas les bons chemins, voici les bons chemins. Mais lorsqu'on ne réprime pas, eh bien non seulement lui-même le civique est récompensé positivement, mais également la société tout entière qui ne trouve pas un repère, parce que c'est un travail de repère également que nous sommes en train de faire. Oui, justement, s'il vous arrive à rencontrer l'homme, vous avez parlé d'Alinguete, justement, s'il vous arrive à rencontrer l'homme, quels conseils pouvez-vous les prodiguer dans un contexte de prédation avérée dans ces pays?
et au regard également du travail qu'il est en train d'abattre? Je lui dirais de tenir énormément, mais également de travailler du côté pédagogique, parce que c'est vrai que ça n'a pas forcément dans ses missions, parce qu'ils ont essentiellement une mission de contrôle de recettes, de contrôle externe, mais de travailler également, de trouver des mécanismes de travailler sur la communication, l'éducation de masse. Parce que, comme je le dis, le problème, il est social. Et que si on ne travaille pas en amont dans l'éducation citoyenne, dans l'éducation démocratique des masses, on ne réglera pas en aval ces problèmes-là. Donc oui, il faut travailler en aval sur les acteurs, mais il faut également réfléchir sur les possibilités d'éduquer de manière collective les Congolais à lutter contre la corruption et même sur la petite corruption. Parce qu'on a tendance à mettre trop l'accent sur la grande corruption, mais l'effet des petites corruptions que nous vivons chaque jour sur les petits acteurs anonymes sont autant nuisibles que les grands acteurs. Ça veut dire, je parle des recettes qui échappent dans l'agent public lambda, au niveau de la fonction publique, au niveau des services publics de proximité, que ce soit le policier, le roulage, que ce soit l'agent qui prend des percepteurs au niveau du petit marché. Tout cela participe à construire cette culture de corruption que nous avons. Donc il faut travailler également sur la petite corruption et essayer de d'éduquer le citoyen lambda. Oui, justement, nous avançons progressivement vers la fin de ces programmes. Au regard de la situation actuelle, nous avons des rapports accablants et aussi il y a derrière les travails de justice qui parfois boitillent. Et à votre avis, que peuvent être les remèdes au regard du fait qu'il y a la sanction, il y a l'IGF qui est derrière, la Cour des comptes et d'autres institutions de contrôle. Que peuvent être d'autres remèdes pouvant aider l'État à capter toutes ces ressources pour enfin les redistribuer à la population? Une prise de conscience collective. Une prise de conscience collective d'abord des élites. Parce que... d'abord des élites. Des élites. Parce que les Congolais, ils pensent que les États sont éternels. Les États ne sont pas éternels. Les États disparaissent. Il y a des pays qui ont disparu. On peut parler de la Prusse, on peut parler de la Yougoslavie, on peut parler du Soudan voisin, on peut parler de beaucoup d'États qui ont disparu. Donc il n'est pas impossible qu'un jour le Congo disparaisse aussi. Si les élites n'ont pas conscience qu'un pays se gouverne, et que pour qu'un pays se gouverne, il faut de l'argent, et l'argent, on le gère bien. Ça c'est de un. Si on n'a pas une prise de conscience de l'élite, du danger que constitue la corruption pour le pays et sur l'avenir du pays, nous disparaîtrons. Parce qu'il s'est construit en quelque sorte dans l'opinion générale, d'abord régionale puis mondiale, que les Congolais sont assez irresponsables pour gouverner cet espace aussi grand et si riche qu'on leur a donné. Et que parce qu'ils sont irresponsables, d'autres développent désormais la prétention de nous gouverner. Nous et notre territoire. Et peut-être notre territoire mieux que nous. Et chaque jour, les Congolais parlent de balkanisation, les Congolais parlent des menaces de l'extérieur, sans se rendre compte que nous sommes en partie responsables du regard des autres sur nous. Et nous continuons chaque jour à conforter cette conviction que les Congolais, c'est un grand irresponsable. Voyez-vous, cette conception-là ne nous permettra pas, comme État, de vivre très longtemps si nous continuons à vivre comme ça. Donc il faut une prise de conscience collective des Congolais. Ensuite, une prise de conscience de la population. Parce que nous sommes dans un système démocratique où les gouvernants sont l'émanation du peuple, par les élections. Malheureusement, l'un des moments privilégiés de la corruption, c'est aussi les élections. Lorsque le peuple adobe, encourage et exalte les voleurs qui viennent devant lui avec pagne, bassin et argent qu'il a volé des contributions que lui, population, a données, et qui vient lui jeter quelques miettes de cette richesse qu'il lui a volée pour entrer dans les institutions, c'est que le peuple lui-même est complice de sa misère. Donc s'il n'y a pas une prise de conscience des citoyens que gouverner est un noble métier, qu'on ne choisit pas quelqu'un parce qu'il te donne de l'argent, qu'il faut choisir des hommes pas uniquement parce qu'ils parlent bon français, qu'il faut aussi voir la moralité des gens qu'on choisit et qu'on envoie au Parlement, nous ne réglerons pas le problème. Parce que ces citoyens qu'on envoie au Parlement viennent de nos quartiers. Nous savons tous comment ils ont grandi avec nous.
S'il n'a pas été un voleur dans les quartiers dans le passé, voleur de câbles, il n'est pas devenu voleur au Parlement. Peut-être qu'il a commencé par voler les câbles du courant dans votre quartier. Voyez-vous, vous savez qu'il a été président du comité de votre quartier, qu'il avait géré l'argent du quartier qu'il avait déjà volé. Mais c'est monsieur-là qui avait volé dans votre quartier, qui a volé dans votre église, qui a volé les câbles du courant. Vous pensez que qu'il faut l'envoyer au Parlement, et là, il va pas voler. Il va pas changer parce que ces hommes viennent de notre société. Ils viennent de nos familles, ils viennent de nos quartiers. Et donc, il faut que la population prenne conscience également qu'il a une responsabilité à choisir des hommes de moralité. Pas uniquement des hommes qui ont l'argent, pas uniquement des hommes de votre tribu, pas uniquement des hommes parce qu'ils parlent français. À côté de la compétence, il faut également ajouter la moralité. Et donc la population est aussi responsabilisée. Merci, M. Moleka, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Mesdames et messieurs, vous l'avez donc compris, c'est la fin de ce programme politique économique. Les rendez-vous est pris pour les prochains numéros. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.